tous. Bienvenue à la bibliothèque de Maison Lafitte pour cette nouvelle conférence qui est la dernière de l'année scolaire, si on peut dire, de l'année 23-24. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christiane Rancé. Je vais vous présenter brièvement. Donc, Christiane Rancé, vous êtes écrivain, journaliste. Vous avez travaillé, entre autres, pour le Figaro Magazine. Vous étiez grand reporter. Vous avez été chroniqueuse récemment pour le journal La Croix et vous avez publié de très nombreux articles dans plusieurs autres journaux et revues, comme la revue Géo, comme Ultreya, qui malheureusement s'est arrêtée aujourd'hui, comme la revue des Deux Mondes, etc. Vous avez également été éditrice, mais on vous reçoit aujourd'hui essentiellement comme écrivain. Vous êtes l'auteur d'une œuvre singulière qui comprend plus d'une dizaine d'essais, un roman, un livre d'entretien avec le grand antiquisant Lucien Garfagnon et de nombreuses préfaces qui s'intéressent aussi bien à la littérature qu'à la spiritualité que vous, que vous liez très fortement. Vous avez écrit sur Tolstoï, aux éditions du Seuil, sur la grande Simone Veil avec un W aux éditions du Seuil également, sur le pape François chez Albin Michel. Et en 2023, vous avez écrit un très beau livre sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, qui parle de votre amour pour l'Italie. Vous avez également écrit ce livre-là, J'ai en pleine lumière en 2016, et également l'essai Le Grand Large, qui est votre essai préféré et qu'on a à la bibliothèque. Vous avez également, j'ai oublié de le dire, écrit sur Thérèse d'Avila, dans un champ d'intérêt tout à fait éclectique et intéressant. Donc, Bella Italia, c'est un très beau livre, à la fois très personnel, puisqu'il retrace en partie vos pérégrinations dans ce pays, donc l'Italie, et également assez dense intellectuellement, puisqu'il est rempli de considérations historiques, artistiques, relatives aussi bien à l'histoire du christianisme que de l'art, parce que l'Italie a d'intemporel et également d'actuel. Le livre est organisé et agencé par lieu, puisqu'il prend sa source en France, à Toulouse. Le premier chapitre s'intéresse à la ville de Gênes, jusqu'à la Sicile, en passant par Milan, Florence, Rome, etc., des lieux dans lesquels vous avez pu vous ressourcer et séjourner de façon longue et répétée, à la manière un peu d'une sorte de périple qui permet au lecteur de découvrir l'Italie sous la forme d'un voyage amoureux et dans une large partie littéraire. Nous allons donc partager cette passion avec vous pour l'Italie aujourd'hui, à l'approche des vacances d'été, ce qui vous donnera peut-être à vous tous l'envie d'y aller ou d'y retourner et d'enrichir votre voyage des considérations et des textes que nous fera aujourd'hui partager Christiane Rancé, de ces grandes œuvres qui sont évoquées dans ce très beau livre. Donc, bonne conférence à tous. Je rappelle un peu le cadre de la conférence, à peu près une heure et quart d'entretien entre Christiane Rancé et moi-même. Ensuite, des questions du public. Il y aura une vente qui sera également de cet ouvrage, qui sera réalisé par notre partenaire Les Chemins du Livre, qui arrivera en fin de conférence. Voilà, merci à tous et merci surtout à Christiane Rancé de sa présence et de son amitié. Je pense que vous avez une réaction. Oui, déjà, bonjour. Et puis surtout, bien écoutez, vraiment merci d'être venu. Je suis très touchée parce que la ville est belle. La chlorophylle est en pleine effervescence et donc sous ce beau ciel, je pense que c'était un choix qui a peut-être été difficile pour vous de choisir cet endroit et l'Italie plutôt qu'une belle échappée dans ce beau printemps. Alors c'est votre premier livre un peu coup de cœur sur un pays, vous en connaissez d'autres, vous me disiez tout à l'heure que vous ayez très souvent en Argentine, par exemple. Pourquoi vous avez choisi l'Italie pour cette pérégrination littéraire ? D'abord parce que ce livre est venu juste à la fin du confinement, parce que j'ai été enfermée comme tout le monde, heureusement pas à Paris mais à la campagne, mais dès que j'ai pu lever le pied, j'ai été prise de l'irrépressible besoin de partir pour l'Italie. Alors de partir comme tout le monde, mais spécialement pour l'Italie. Donc j'ai pris ma voiture et je suis partie. Voilà, je me suis dit, allez hop, on verra bien où tout ça nous mène. Et au fur et à mesure que j'approchais de la frontière,
au fur et à mesure, quand j'ai vu Genova écrit en italien en passant en arrivant à la frontière, j'ai été prise d'un sentiment d'allégresse absolument incroyable. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi ce sentiment d'allégresse reste-t-il absolument intact depuis le temps que je pars pour l'Italie, puisque j'étais accréditée auprès du Vatican et j'ai eu la chance de passer quasiment 2 mois à Rome par an pendant 20 ans, plus des reportages ailleurs, ce qui fait que cette Italie, j'ai pu la rencontrer, la connaître, écrire sur elle, et donc je suis partie et en me disant je vais analyser l'origine et l'essence de ce sentiment que me donne ce pays. Et puis j'ai fini par comprendre que, en fin de compte, à ce moment particulier du monde, puisque ça a été un rendez-vous mondial, cette pandémie, cette immobilité imposée, ce moment où on s'est dit que peut-être l'avenir n'était plus si joyeux, où effectivement il y a une atmosphère extraordinairement anxiogène qui règne partout, eh bien j'ai découvert que s'il y avait encore un pays et des endroits où on pouvait encore croire au bonheur, c'était celui-là. Et donc j'ai cherché toutes les clés qui pouvaient nous communiquer ce sentiment qui fait que quand vous dites à quelqu'un, tu sais, je pars pour l'Italie, elle vous dit, ah, et là, où est-ce que tu vas? Et moi, j'ai aimé ça, et moi, j'ai aimé Rome, et moi, je préfère Florence, et voilà. Et donc, c'est d'explorer un peu la nature de cette allégresse, de cette joie, et en parlant des lieux que j'ai rencontrés, des lieux que j'ai aimés, des artistes que j'ai aimés, et puis, effectivement, d'essayer de percer la clé, le mystère de ce pays qui tient aussi à autre chose, un pays où effectivement on a encore l'illusion et la certitude qu'on peut croire au bonheur, et on y croit au bonheur. Ensuite, parce qu'il y a toujours la présence de cette notion de peuple italien. C'est une notion qu'il me semble, alors je ne vais pas me poser avec des dictates comme ça, mais c'est vraiment un endroit où on a encore l'impression qu'il y a un peuple authentiquement italien dans tout ce que le mot plébéien veut dire, c'est-à-dire un rapport avec le quotidien qui peut être quelquefois très difficile, avec la survie, avec le fait de vivre, avec la famille, avec tout ce que les Grecs appelaient les métaxous, c'est-à-dire ces intermédiaires qui font que notre âme a besoin de ces lieux, de ces objets, de ces intermédiaires extrêmement matériels pour se sentir, pour pouvoir s'épanouir. Et les Italiens ont conservé effectivement ce rapport étroit avec leur propre histoire, à commencer par l'histoire de leur propre village. Parce qu'il y a quelque chose qui est très frappant en Italie, c'est l'attachement incroyable qu'on peut trouver des Italiens, mais même quelquefois qui ne vivent plus là depuis 3-4 générations et qui reviennent. C'est une chose qui m'a frappée. On parlait de l'Argentine, c'est un pays auquel je suis très attachée, mais la communauté italienne en Argentine est très très présente. Ils continuent à parler italien entre eux. Tous les 28 du mois, d'ailleurs tous les Argentins ont pris l'habitude, ils préparent des gnocchis parce que ça porte bonheur pour le mois qui vient. Le 1er janvier, vous mangez des lentilles comme en Italie, et il y a cette impression d'une communauté, d'une grande famille qui est en fait qui existe grâce à la langue italienne. Et puis l'autre chose qu'il y a aussi, c'est l'amour des Italiens, non seulement pour leur pays, leur village, parce que c'est un pays qui n'a pas eu de centralisme, sauf sous l'Empire romain, mais ensuite qui a été éclaté, je dirais que d'une certaine façon, ça a été leur chance, parce qu'il n'y a pas eu toutes les grandes, les intellectuels, les grands artistes n'ont pas été attirés vers le centre du pays, comme nous avons Paris, sont restés chez eux, et il y a cet amour pour leur histoire. C'est-à-dire, on aime l'histoire de son pays, mais on ne renie rien de ce qui s'est passé de la grande histoire italienne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très beau, c'est ce sentiment de continuité, à la fois d'universalité et de familiarité, de proximité. Voilà, c'est tout ça un petit peu que j'ai voulu un peu commencer à raconter dans le début de ce livre, dans l'introduction à ce voyage que je dis être amoureux, parce qu'évidemment, ce sont tous les lieux dont je parle sont des lieux
que j'ai vraiment beaucoup fréquenté, dans lesquels je suis souvent allée en poussant des portes, en rencontrant des Italiens qui m'en ont parlé, et donc ça m'a permis d'essayer d'en tirer un peu la substantifique moelle. Voilà. Vous avez commencé à en parler, mais comment est-ce que vous expliquez cette pérennité artistique et culturelle de l'Italie? C'est assez inédit dans l'histoire mondiale. On dirait qu'il y a quelque chose qui perdure depuis 2500 ans sans rupture très franche. Alors, pour cette raison, d'un amour historique, il n'y a pas eu une espèce de renouveau en Italie. Hein. Chaque fois, je dirais que c'est le peuple italien qui quelquefois s'est embrasé parce qu'il s'embrase facilement, donc est parti pour des nouvelles guerres, des nouvelles conquêtes, des nouvelles formes politiques. Mais je pense qu'il a dans ses gènes la notion qui reste, qui est que de toute façon, celui qui va rester exempt sur la plage quand les modèles ont capoté, ben c'est lui. Donc il se relève, il se redresse, il considère ce qui lui est arrivé et il continue. Donc ça, c'est une première chose. Et vous le trouvez dans l'architecture même du pays. Il n'y a pas de choses qui ont été détruites. Même les ruines romaines ont été un peu pillées au XIXe siècle, ou même pendant la Renaissance, pour aller construire les palais. On est allé chercher des colonnes, on est allé chercher des frontispices pour reconstruire. Mais tout est repris comme une espèce de broderie au petit point, où on va au point de chaîne. En tout cas, voilà, on va chercher un point en arrière pour recontinuer la broderie un peu plus en avant. Et donc ça, c'est une chose qui est très qu'on découvre quand on se promène en Italie, c'est qu'il n'y a rien d'excompartimenté. Vous promenez dans Rome, vous passez d'un palais de la Renaissance à un vestige romain, à 2 morceaux de colonne, vous allez un petit peu plus loin, vous avez une construction des architectes mussoliniens fascistes, qui d'ailleurs sont absolument magnifiques, mais ça aussi, l'Italie qui aurait pu renier ce moment de son histoire, a continué. Si vous allez à Rome, je pense que vous êtes allés voir, tout le quartier qu'ils appellent Leolo, là-bas, qui est sur la sortie vers Ostia, qui est absolument magnifique, qui est une espèce de renaissance de l'architecture en fait antique romaine, et il y a systématiquement cette réutilisation, cette inspiration depuis le passé jusqu'aux projections futures. Ensuite, il y a une pérennité parce qu'il faut quand même se rappeler une chose, c'est que l'Italie, c'est notre nombril, c'est-à-dire c'est notre essence. Tout ce qui fait l'Occident, tout ce qui a fait la grandeur de l'Occident est né en Italie. La philosophie grecque a été reprise en Italie. Moi, j'ai fait ce livre d'entretien avec Lucien Gerfagnon, qui a été un grand historien de toute cette période, de Plotin, de toute cette période de la philosophie, on va dire, gréco-romaine. Mais il y a eu aussi ensuite l'humanisme. C'est là que l'Europe est sortie du Moyen-Âge, c'est là qu'elle est sortie de cet œuf, je veux dire, de ce moment de fermeture après les invasions barbares. C'est là qu'elle est renée, et tout cet humanisme qui s'est lui-même nourri du christianisme, c'est ça aussi qui est très beau, parce que les deux ne sont pas opposés, a donné l'humanisme et qui a éclairé toute l'Europe de cette idée extraordinaire de l'homme comme échelle humaine. Et en Italie, l'une des grâces et un des charmes de l'Italie, c'est que cette échelle a été conservée. C'est-à-dire, il n'y a pas, et d'ailleurs on est tous frappés, pour ceux qui vont à Venise, et d'ailleurs c'est interdit, ceux qui ont pu assister à cette arrivée de ces monstres de bateaux, de croisières, prennent conscience là, physiquement, tout d'un coup, et reçoivent ça dans leur imaginaire, de ce que nous avons perdu en perdant l'idée de cette échelle humaine, que l'homme doit être l'échelle absolument de tout, c'est-à-dire l'échelle en architecture, en musique, c'est ce rapport avec l'univers. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle l'humanisme. C'est un pays où on sent effectivement que cette échelle-là a été tout à fait préservée. Elle est préservée parce que le petit village continue à vivre exactement, ne sont pas dépeuplés, continue à vivre chacun comme un centre de l'univers et construit autour de cette échelle où tout est organisé pour l'individu. Pour l'individu dans un rapport dans un altruisme extraordinaire. Et je crois que c'est ça aussi
qui nous touche beaucoup en Italie, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être tout d'un coup dans le grand vent qui peut être très déstabilisant des modes qui viennent américaines. Et ça, c'est quelque chose, c'est nous rappeler effectivement qui nous sommes. C'est un pays qui nous ramène à notre vocation terrestre. Et c'est une chose qui est très très présente. Et le dernier charme de l'Italie aussi, qui vient sans doute de ce que c'est un pays qui est très guerrier, très batailleur. Il ne faut pas non plus encenser les Italiens, sont assez querelleurs. Mais ce qu'il y a de très beau, c'est que dans leur histoire, même quand ils se sont fait la guerre, ils se la sont faite avec la beauté. C'est-à-dire que quand vous aviez deux pays, Florence contre Milan par exemple, eh bien pour lutter entre eux, les Florentins, les Médicis, appelaient les plus grands artistes pour montrer leur suprématie, leur force et leur supériorité au travers de réalisations artistiques. La beauté a été donnée, je dirais, à retourner ce côté guerrier, a été démontré comme une arme. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait qu'on a ce sentiment de pérennité parce que les artistes sont là. Il y a quelque chose qui est très frappant quand on se promène en Italie, c'est la présence des artistes. Si vous allez dans le nord de la Toscane, je vous incite à aller vous promener et aller très doucement vous promener dans le nord de la Toscane qui s'appelle la Lunigiana, qui est absolument que les touristes ne fréquentent pas beaucoup. Et donc entre le nord de la Lunigiana et son départ, vous avez Carrare, et vous ne pouvez pas ne pas vous promener dans ces montagnes sans avoir tout d'un coup l'irruption de l'esprit et du génie de Michel-Ange. De la même façon, si vous allez plus loin, plus bas dans la Toscane, allez à Vinci, et je pense que c'est ce que je raconte aussi dans le livre, vous découvrez ce mystérieux, le secret des mystérieux sourires. Alors évidemment, il y a celui de la Joconde, mais quand on regarde bien l'œuvre de Léonard, il y a toute cette espèce de sentiment de plénitude que nous donne la contemplation des toiles de Léonard de Vinci, parce que nous avons tout d'un coup des personnages qui nous sourient. Vous avez le sourire de la Sainte-Anne, vous avez le sourire de Jean-Baptiste, évidemment celui de la Joconde, vous avez celui de Marie, et quand vous êtes à Vinci, et que vous regardez qui est dans la maison de naissance de Léonard, qui continue, qui est toujours là, dont les abords ont été très protégés, dont vous avez sous les yeux ces paysages toscans qu'il a regardés toute son enfance. Et tout d'un coup, ces sourires vous viennent. Et vous comprenez que l'œuvre de Léonard de Vinci, tous ces sourires, sont une espèce d'anamorphose de cette douceur toscane, de ce sentiment de plénitude en plus de cette époque inouïe qu'a dû être effectivement la Renaissance italienne. Et c'est ce qui donne ce sentiment aussi de pérennité. On a tout à fait l'impression que les artistes ne sont pas dans les musées, ils sont là, leur esprit est là à côté de vous, pour certains ça pourrait même être leurs fantômes, et ils vous accompagnent dans vos promenades et dans cette merveilleuse promenade que nous offre ce jardin. Et enfin, une des dernières clés aussi, pour répondre à votre question, c'est que c'est un pays dont on sent qu'il a été foulé par des pieds, par des milliers de pieds avant les nôtres, qu'il a été travaillé, qu'il a été brodé, qu'il a été recréé, et qu'au fond, alors que c'est un pays très dur, on croit que l'Italie, évidemment, c'est très beau parce que c'est devenu un jardin, mais c'est devenu un jardin par la sueur de l'homme. Et quand vous allez par exemple sur la côte amalfitaine, sur la côte ligure, que vous marchez sur ce point qui est très à la mode aujourd'hui, qui s'appelle le Cinque Terre, et que vous passez d'un de ces villages à l'autre, et que vous découvrez ces travaux d'Hercule qui ont été faits pour la survie de ces paysans, c'est-à-dire arracher à cette falaise qui surplombe la mer des terrasses pour pouvoir y apporter un peu de terre, et sur cette terre planter la vigne et l'olive, et vous découvrez effectivement l'amour qu'il a fallu et le sacrifice qu'il a fallu pour refaire de cette péninsule un jardin avec ces paysages merveilleux comme celui-là, on en parlait tout à l'heure, ce Ravello, je ne sais pas si vous connaissez, sur la côte amalfitaine, avec la terrasse de l'infini. Quand vous découvrez effectivement le parfum des citronniers et des jasmins, il y a un sentiment de compassion, d'amour effectivement pour tous ces hommes, mais pour toutes ces femmes qui sont passées avant nous et qui ont en fait
répondu à leur vocation d'homme, à leur vocation d'être humain, qui est ce que je dis, de laisser le jardin dans lequel ils sont rentrés plus beau à leur départ qu'à leur arrivée. Et ça, c'est tout d'un coup un pays qui est en fait une espèce de, j'ose le mot incarnation, mais une incarnation du mot vocation. Voilà, c'est ça aussi qui fait qu'on a ce sentiment de pérennité. Est-ce que vous avez subi ou reçu le syndrome de Florence décrit par le grand anthropolophile Stendhal? Je le cite: j'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent des sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Parce que c'est le sentiment que c'est pareil. Non, alors non, j'ai eu des grands moments effectivement tout d'un coup d'émotions de plus qu'intenses. Vous avez cette impression d'une suspension de l'âme parce que vous êtes tout d'un coup devant un paysage ou devant un tableau ou devant qui vous frappe, qui vous pénètre et qui vous dit quelque chose de plus que vous pensiez pouvoir même penser. Mais effectivement, Florence a toujours eu cette réputation d'être tellement éblouissante dans la profusion de ses œuvres d'art, dans la profusion de son équilibre, que dans la beauté de sa lumière aussi, parce que qui est allé un petit peu s'est attardé dans les jardins Boboli le soir au mois de mai. Là, en ce moment, c'est le mois de mai, ce qu'ils appellent les Maggio, avec tout le festival, ne peut pas être tout d'un coup bouleversé au sens premier du terme, c'est-à-dire sans dessus-dessous. Mais c'était donc cette ville a provoqué ces états presque délirants de choc terrible de la part des gens qui s'y promenaient. Il n'y a pas eu que Stendhal. Simone Weil, la philosophe, raconte combien elle est rentrée totalement bouleversée et fiévreuse quand elle a découvert effectivement à Florence le tombeau tout le palais Médicis avec vous savez les peintures, la chapelle Médicis avec les peintures des mages qui sont absolument, le Pinturicchio qui est absolument magnifique. Vous avez George Sand qui va visiter le baptistère et qui rentre et qui est prise d'une fièvre, d'un sentiment, qui le soir a carrément une fièvre délirante, et elle raconte dans son journal comment tout d'un coup elle voit toutes ces mosaïques d'or qui s'assemblent avec ces scènes qui lui reviennent, et elle a vraiment un accès de fièvre. Vous avez dans le roman Chambre avec vue de Forster un de ces personnages qui elle aussi perd connaissance à la sortie de la Santa Maria dei Fiori, qui est elle aussi prise de cette émotion intense, au point qu'à Florence, il y a un service à l'hôpital, effectivement, qui reçoit, aujourd'hui encore, les touristes qui sont victimes de ce coup de chaud, voilà, de cette espèce de fièvre amoureuse qui les prend et qui les terrasse, parce qu'ils sont suffoqués par la beauté des lieux. Et ça, c'est effectivement et ce syndrome s'appelle, ou le syndrome Weil, évidemment du vrai nom de Stendhal, ou le syndrome Stendhal. Et personnellement, quel est votre plus grand choc esthétique en Italie, au-delà de Florence? Alors, je dis en Italie. L'Italie en général. Là, c'est très dur, parce que chaque fois qu'on a... Là, il y a une petite très adorable personne qui était tout à l'heure en fauteuil, qui n'a pas pu venir, et elle me parlait de son amour de Rome. C'est vrai que j'ai quelque chose, j'ai un petit coup de cœur personnel pour Rome, d'abord parce que j'y ai passé des heures... Il y a aussi ça, c'est qu'un lieu, il est aussi tissé d'heures personnelles, de souvenirs personnels, d'extases personnelles, de rencontres, de rires, de soirées. Et pour moi, Rome, j'y suis tellement allée que c'est un lieu, parfois, quand j'y retourne, j'ai toujours ce sentiment
te dire, mais si je peux avoir des bras immenses et l'embrasser. Voilà, c'est ce sentiment qui me vient chaque fois. Il y a ce coup de cœur quand j'arrive et puis que je découvre ces pins parasols sur qui annoncent ces cirques et je me dis, mais quelle merveille, une capitale avec des pins parasols. Nous, là, on se taille nos petits marronniers, les pauvres, on les casse tant qu'on peut. Et là, cette espèce d'explosion de ce verre d'immortalité qui touche ce ciel. Voilà, donc ça, c'est Rome. Mais bien évidemment, toute la Sicile, le centre de la Sicile, les îles. Alors, je n'en parle pas parce que j'ai oublié de les mettre dans les manuscrits, mais les îles comme Ischia, on parlait tout à l'heure de Capri, les tortues de Capri, Ischia en ce moment, enfin un petit peu avant, les cimetières d'Ischia avec les iris. Je veux dire, cette espèce de façon de célébrer les morts par cette floraison magique que peut être cette fleur de l'iris et que vous trouvez à Ischia quand vous allez dans les cimetières, Procide avec cette petite île aussi, toute plate et merveilleuse, Naples, qui est si sauvage, si terrible, si mal aimée et si merveilleuse, et puis ce Christ de San Severo avec cette statue à Naples, ce Christ couché, avec ce marbre, cette sculpture, vous avez envie de prendre ce voile qui est sur vous et de le dévoiler, voilà, ça c'est tout d'un coup des cadeaux que vous font tous ces artistes. Venise, bien évidemment, on a évidemment Venise pour cette épousaille permanente de ces éléments, de la lumière, de l'eau, cette sensation d'impermanence permanente, de flottement, d'oasis, et puis que je raconte dans ce livre. Venise, mon arrivée à Venise, c'est le premier grand souvenir, un grand choc, alors là effectivement peut-être à pleurer de beauté, le premier grand choc esthétique que j'ai reçu enfant, puisque j'ai eu la chance, j'avais un père, j'ai toujours un père, mais toujours pas, j'ai des parents tous les deux qui étaient des grands voileux, et j'ai eu cette chance enfant d'être invitée tous les étés à aller visiter, tourner sur la Méditerranée avec un petit bateau à voile. Et donc on fréquentait les pays en entrant par les ports. Et un jour, mes parents étaient en face sur la côte d'Almaty, l'ex-Yougoslavie, nous ont dit, demain matin, couchez-vous tôt, demain matin, on a une surprise pour vous. Donc je devais avoir 8 ans, avec mon frère et mes sœurs, c'était très peu. Et puis ils nous ont réveillés le matin, la nuit était encore là, on a fait tomber les voiles, on a mis le moteur, et puis on a avancé tout doucement dans ce qui n'était plus la Méditerranée, qui nous paraissait étrange, et on entrait dans la lagune vénitienne, et nous sommes arrivés à Venise à l'aube. Et je pourrais presque encore aujourd'hui avoir les larmes aux yeux, parce que quand j'ai vu tout d'un coup cette création de l'homme absolument irréelle, suspendue entre des voiles, dans ces brumes, comme une apparition, une suspension de beauté, c'est quand on est arrivé sur cette île de San Giorgio Maggiore, eh bien je crois qu'un des très très beaux, en plus de la vie, c'est un très beau cadeau que m'ont fait mes parents, nous ont fait nos parents, parce que là, ils nous ont tout d'un coup ouverts, ils nous ont tout d'un coup créé une ouverture et un éveil à la beauté, avec une obligation de regarder, l'obligation de cette attention, il nous disait surtout regarder, et on ne peut faire que ça. On ne peut faire que regarder, admirer, rester silencieux, et ça, Venise, c'est quand même je conseille à qui retourne ou va pour la première fois à Venise, surtout d'arriver par la mer, par la lagune, parce que c'est quand même une apparition, voilà, si on peut croire au mirage, au miracle, c'est là qu'on peut y croire. Et puis après, chaque ville d'Italie, chaque village d'Italie est un cadeau, parce que chaque villageois, il y a toujours eu un artiste dans cet endroit qui a eu besoin de signer par son génie la ville dans laquelle il est né, dans la ville dans laquelle il a vécu. Donc vous avez une ville, par exemple, je ne parle pas, mais Urbino, qui est un monde dans le monde, où d'ailleurs la cour d'Urbino le duc d'Urbino était très célèbre, où il y avait là encore les Stregio, les très très grands musiciens. Il y avait des tas de... C'est infini, inépuisable, et souvent quand j'ai des amis qui me disent, des enfants qui me disent, d'amis qui me disent, ah mais moi je vais faire Bali, on va faire quelque
quelque chose de affreux comme expression, mais je dis aux gens, mais partez pour l'Italie, partez pour... Alors évidemment, une fois qu'on est parti pour l'Italie, on est obligé, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir, et on ne va pas visiter la Thaïlande, c'est vrai. Mais je pense que la Thaïlande est moins essentielle à notre âme, à notre regard, à notre culture, que ne l'est l'Italie, mais aussi, alors répétons quand même, mais aussi l'Espagne, puisque l'Espagne est d'une certaine façon, tous les pays européens sont des enfants d'Italie. C'est ce qu'il y a aussi de très beau dans l'Italie, c'est ce côté universel dans ce qu'elle nous a offert, dans cette vision de la beauté et des artistes qu'elle nous a donné. Il y a quelque chose d'italien en France, bien évidemment, et ne parlons pas de l'Espagne, et puis aussi, le dernier pays aussi qui est très cher à mon cœur, bien évidemment la Grèce. Mais voilà, c'est toujours cet écho, cette conversation d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, et en plus qu'on peut avoir au travers même de la religion, au travers même du christianisme. Moi, ce qui me frappe, qui est aussi quand même un élément fondateur et de nos racines, des racines européennes, mais ce que je trouve très beau aussi quand on visite un pays européen, c'est le rapport, quand on cherche le rapport qu'il peut avoir avec la vie du Christ et avec les évangiles. Et quand on va en Espagne, par exemple, c'est quelque chose qui est frappant, vous avez toujours, le Christ est toujours en croix, il est en sa passion, il saigne toujours, et vous avez toutes ces magnifiques processions à Séville au moment de Pâques, mais c'est toujours cette représentation du Christ souffrant en croix, dans cette espèce, et puis cette notion extrêmement verticale, mystique de la foi. Quand vous allez en Russie, c'est la vision orthodoxe du Christ pantocrator, le Christ qui triomphe après la mort, c'est le Christ en gloire. Et quand vous allez en Italie, c'est la nativité. Et c'est quelque chose, tout d'un coup, une vision d'une telle douceur, d'une telle horizontalité, d'une telle immanence. C'est l'image de la mère qui est là. C'est l'image de Marie, c'est l'image de l'enfant. Et vous avez, pour le coup, dans toute l'histoire de l'art, cette floraison merveilleuse de scènes ou de l'Annonciation ou de la Nativité qui tout d'un coup donne un sourire. Alors il y avait le sourire de Léonard de Vinci, mais en fait donne un sourire, un charme totalement maternel et féminin, dans ce que le féminin a de plus beau, c'est-à-dire la vie, cette capacité à donner la vie. Et ça, il y a encore une fois un rapport extrêmement étroit entre ça, ce côté fructueux de naissance, de quelque chose qui bourgeonne tout le temps en Italie, qui est l'espoir et l'avenir possible, et qu'on retrouve effectivement dans ce parallèle avec ce moment si particulier de l'histoire du monde qu'a été cet ange Gabriel qui descend et qui va annoncer à cette femme Marie, effectivement, qu'un enfant va naître qui viendra sauver l'humanité. Et ça, c'est ce qu'on retrouve tout à fait dans d'ailleurs la passion que les Italiens ont pour les enfants. Est-ce qu'on peut encore, et si oui, comment échapper au tourisme de masse en Italie, qui est un véritable problème, il y a des légiférations, etc. Oui, évidemment, on ne peut pas les tuer tous. Puis on en fait un peu partie quand on voyage, c'est toujours... Mais, eh bien non, mais il y a une moi je me rappelle toujours quand je peste, je me dis, mais toi aussi t'en es un. donc effectivement, il faut partir en basse saison. Et surtout pas, évitons quand c'est possible, il faut rester avec de bons livres à l'hôtel pendant les week-ends, et puis se promener en basse saison et hors des vacances scolaires, parce que le tourisme de masse est devenu, mais tout le monde le reconnaît dans le monde entier, c'est devenu carrément une calamité. Vous avez vu qu'à Barcelone, ils ont demandé quasiment à interdire, c'est-à-dire à faire des cartes spéciales qui ne peuvent pas se transmettre dans certains autobus pour certains quartiers, parce que les résidents ne peuvent plus, ils étouffent. Et ce qui est terrible dans le tourisme de masse, c'est pas uniquement
la masse de gens qui devient impénétrable et qui presque vous parle, c'est ce que ça provoque. C'est-à-dire, c'est ce marchand, ces produits marchands, c'est effectivement la vulgarité que ça a, la vulgarité au sens propre du terme. Moi, je suis très triste en Italie, je le dis, j'ai parlé à un des maires de des petits villages des Cinque Terre quand j'y suis retournée. Je dis, mais comment est-ce que vous pouvez permettre que ces très jolies façades qui étaient dans des tons pastels qui s'épousaient, maintenant c'est devenu, on se croirait à Disneyland avec des couleurs violentes, quel besoin qui n'y était pas. Donc il faut toujours quelque chose qui soit plus violent, plus fort pour attirer l'œil. Donc ça, c'est très dommage. Et puis vous avez, c'est-à-dire la population, les gens qui y habitent, qui sont obligés de partir parce que tout se transforme en Airbnb, en hôtellerie et en malbouffe, parce que c'est aussi ça. Il n'y a plus cette merveilleuse, plus les endroits sont beaux, toute cette délicieuse mixité sociale qui était restée en Italie. Moi, je me rappelle, il n'y a encore pas très longtemps. Ça fait quand même maintenant 8-10 ans, quand vous alliez à Rome, dans le quartier du Trastevere, et de l'autre côté, il y avait mais j'adorais ça, plein de petits ateliers avec l'Italien qui réparait le vieux poste de TSF, celui qui vendait des pièces pour les bicyclettes ou les scooters. Il y avait toute cette activité que vous retrouvez un peu encore aujourd'hui. Quand vous allez à pied, là, je vous conseille de le faire à Rome, c'est un peu long, mais il faut vraiment y aller jusqu'aux catacombes de Saint-Calixte à pied, et vous allez traverser tout un quartier où il y a encore, avec ces chats faméliques, ces ateliers, la pasta chiuta qui est en train d'être quasiment cuisinée sur la rue, et les gens qui vous parlent avec ces petites églises qui sont encore ouvertes tout le temps. Voilà, c'est cette proximité avec ces gens qui sont l'âme de ce pays, bien que ce tourisme de masse chasse. Et ça, c'est très très triste, mais on le voit aussi à Paris, on le voit aussi je dis bien, c'est une calamité. J'ai présenté, on m'a demandé de donner une conférence à côté de Strasbourg sur ce qui s'appelle l'Ailleurs en nous, et donc pour préparer sur le retour du voyage, j'ai regardé quelques chiffres et j'ai découvert avec stupeur que avant la pandémie, le nombre de touristes en avion, je ne parle pas de voyage d'affaires, je parle du tourisme en avion dans le monde par an, donc juste l'année avant le Covid, était de 450 millions de personnes dans un avion. Et j'ai découvert que l'année dernière, en 2023, ce chiffre est monté à 1,350 milliard. Et là, tout d'un coup, j'ai effectivement des prises de vertige et d'effroi, et les larmes, vous avez les larmes qui vous viennent aux yeux, parce que vous savez que ça ne peut pas être, sans conséquences désastreuses. Et que les conséquences désastreuses, alors je ne parle même pas des problèmes évidemment du réchauffement climatique, mais tout d'un coup, cet abrasement, voilà, de ce qui fait la singularité de chaque personne dans son village, dans son pays, avec sa culture propre, avec ce son unique, cette note de musique unique qu'il pouvait donner en étant là, justement, et pas ailleurs, en ayant lu des écrivains, entendu une langue. Tout ça disparaît, dissout dans une espèce de mauvais anglais mondial, avec une mode mondiale. Aujourd'hui, où vous alliez, vous avez les mêmes enseignes. Moi, je suis allée dernièrement à Vienne, et c'est à Vienne qui était tellement particulière qu'avec maintenant, tout le centre-ville, c'est les enseignes que vous avez, Zara, non mais même des grandes Mango, Zara. Je me dis, mais où est-ce que je suis là? J'aurais pu être, et vous êtes effectivement n'importe où ailleurs dans le monde. C'est même plus la peine de bouger, parce que vestimentairement parlant, tout le monde est habillé pareil, tout le monde parle le même mauvais anglais, tout le monde se comporte de la même façon, et tout le monde reçoit de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, effectivement très très grave, parce que vous avez un arrachage, même pas un arrachement, un arrachage de ce qui nourrit un homme, c'est-à-dire ces longues, profondes, pas uniquement des racines, mais petites radicelles comme ça qui font la singularité de chaque âme. Voilà.
Alors, vous avez beaucoup écrit sur la spiritualité. Que trouvez-vous de plus fondamentalement spirituel, de sacré en Italie, au-delà peut-être de la papauté, évidemment? Ben déjà, c'est que les Italiens se sentent profondément, même s'ils sont moins à l'église est encore effectivement au centre de leur vie. Donc moi, j'aime profondément ma religion, je suis catholique. Je suis toujours bouleversée justement par ce que cette religion a apporté, ce que le Christ a apporté sur terre, cet universalisme, le fait qu'il n'y ait pas que ce soit ce qui est un commandement, qui est ce commandement d'amour, et avec tout ce que cette religion a pu donner. Mais en Italie, l'Église est toujours... Tout se fait autour de l'église, comme en Espagne d'ailleurs. Quand vous allez en Espagne, vous avez encore les grandes communions dans les villages, avec les communiantes, et en Italie, dans les villages, après la messe, vous avez toujours ou un baptême ou quelque chose, vous avez la famille qui baptise, qui met des tréteaux sur la place, qui vous invite à manger un morceau de gâteau ou à boire un verre avec eux. Et il y a encore cet agenda, cette liturgie vraiment des grandes étapes de la vie d'un homme qui sont là, les baptêmes, les communions, les mariages, et puis les événements plus graves après. Et c'est encore avec ces heures qui sont dites par le tintinabulement des cloches qui est encore très présent, et qu'ils croient ou pas, il n'y a pas cette façon qu'on a en France de s'arc-bouter maintenant, comme de passer pour un fasciste si vous dites que vous êtes catholique, ou pour quelqu'un qui est douteux, qui est quand même incroyable comme entournement, mais voilà, il y a encore ce sentiment d'une grande intimité, d'une grande familiarité avec le sacré, avec la mystique, et puis comme je dis toujours, avec ce personnage fondamentalement qui est le cœur quand même de la vie italienne, qui est la mère. Et la Vierge, la Sainte Mère et la Mamma. Quels sont vos livres d'auteurs italiens préférés? Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué dans la littérature italienne? Évidemment Dante, il faut vraiment lire Dante, parce que d'abord c'est un poème extraordinaire, qui a des fulgurances poétiques avec des images qui sont extraordinaires. Ensuite, Dante, c'est quand même le seul avec le Christ et l'Orphée qui soit allé aux enfers. Donc il nous promet un très beau voyage. Et puis cette il y a des traductions accessibles, pardon, je trouve. Alors oui, tout d'un coup, j'étais en train de chercher, j'ai un trou de mémoire. Il y a une traduction qui est faite par je vais le retrouver, là, je chercherai, parce que il faut faire attention. On peut lire 3 textes de Dante qui quasiment traduits différemment, n'ont quasiment plus rien à voir les uns avec les autres. Donc moi, j'aime la traduction qui m'est la plus proche et la plus compréhensible, je vous la donnerai, qui n'est pas celle qui est dans la Pléiade. La Pléiade, il faut la voir parce qu'il y a un appareil de notes extraordinaire qui éclaire quand même, ça c'est important, la lecture du livre, parce qu'il faut savoir que Dante, qui était fou de rage d'avoir été exilé, vous savez qu'il a été exilé de Florence pour des raisons politiques, donc les Florentins l'ont chassé. Ensuite, ils se sont quand même rendu compte qu'ils avaient un grand poète, donc ils l'ont demandé ensuite de revenir, mais une condition, c'était de s'humilier. Donc là, il a très très mal pris aussi. Donc les Florentins après l'ont condamné à mort, lui et toute sa famille. Donc il a continué à errer. Mais Florence, c'est quand même la ville de Dante. Et l'appareil de notes, dans son enfer, vous avez des tas de personnages. Vous trouvez des personnages qui sont en fait tous les personnages de son époque qui l'ont condamné avec leur petite magouille politique qui dénonce. Et c'est très amusant. Mais si on n'a pas cette clé, c'était un peu compliqué de le lire. Alors ça, la Pléiade, c'est très bien parce qu'il y a vraiment un appareil historique qui est magnifique. Mais sinon, alors moi j'adore Leopardi. Ça c'est Ungaretti, tous les poètes italiens, c'est un Montale aussi, c'est magnifique. Et puis il y a un écrivain femme qui s'appelle Cristina Campo, que je vous invite vraiment à lire, qui est contemporaine. Voilà, La Noix d'Or, c'est très 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 beau. On a fêté le centenaire de sa naissance cette année.
Et puis, là, tout d'un coup, il y a une floraison. Là, Moravia, vous parlez. Alors, Alberto Moravia, Malaparte, Napo aussi, c'est magnifique. C'est Elsa Morante avec Mensonge et Sortilège, c'est un magnifique roman. Il y a Sciascia, le Sicilien, tous les livres sur la Sicile sont splendides. C'est pas la peine de se casser la tête souvent, se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lire dans les livres qui sortent, à part les miens bien sûr, parce qu'on a un tel fond dans chaque pays de pur génie qui vous entendent, qui vous donnent à entendre quelque chose, chacun de leur pays ou de leur vision du pays, même s'ils n'écrivent pas dessus, voilà. Et puis il y a un auteur aussi qui n'est pas italien, mais qui est sans doute qui a écrit le plus somptueux voyage sur l'Italie qui soit, qui s'appelle André Suarez, et qui a écrit Le voyage du condottiere. Et vraiment, je vous invite à le lire parce que c'est une analyse. Alors ça tarde beaucoup sur les œuvres, sur l'histoire des peintres ou des sculpteurs, mais il écrit avec d'abord c'est un français, c'est absolument somptueux, c'est un grand styliste, un grand poète, et puis il écrit vrai, c'est-à-dire qu'il ne se laisse jamais déborder par la réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans des artistes qu'il va voir. Et il vous donne par exemple qu'il déteste la sculpture de Michel-Ange. Et quand il parle du David, vous avez des passages qui sont à pleurer de rire, parce qu'il est ruct, il est tellement violent avec le génie qu'il a, et il vous donne à voir des choses que vous n'auriez jamais vues sans lui. Et donc ça, je vous invite vraiment à le lire. Il y a également un très grand artiste dont on n'a pas encore parlé, c'est Pier Paolo Pasolini, qui est peut-être le dernier artiste total italien, puisqu'il était à la fois poète, romancier et surtout peut-être cinéaste. On peut également parler de Fellini, qui est uniquement cinéaste. Est-ce que vous pouvez nous parler de Pasolini? Qu'est-ce qu'il dit des déchirements et de la grandeur de l'Italie? Mort en 75 ou 16. Oui, sans doute. On dit qu'il est mort assassiné sur une place pour des raisons sombres de mœurs, on va dire, puisqu'il était homosexuel. On pense aujourd'hui qu'il a plutôt été assassiné puisqu'il voulait publier tout un rapport sur un peu les collusions mafieuses, politico-mafieuses de son pays. C'est un pays qui aime avec désespoir, c'est un écrivain qui aime avec désespoir son pays, c'est-à-dire en ayant effectivement une connaissance aiguë de ses génies, il a beaucoup de peine avec ce qui est devenu la politique en Italie, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup d'Italiens, c'est la représentation politique qu'ils font d'eux-mêmes. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas grand-chose à leur envier de notre côté ou d'éléments pour railler ses choix. Mais chez Pasolini, à l'époque, c'était effectivement un grand désespoir, parce qu'on peut se demander comment un pays qui a tout essayé dans les représentations politiques, qui a donné autant de génie artistique, de grands écrivains, de musiciens. Là, je vais parler de la musique en Italie, parce que c'est quand même un jardin de musiciens. On en connaît, nous en France, on ne connaît que peut-être à peine un tiers de tout ce que ce pays a produit de pur génie, de morceaux qui vous font pleurer. Et Pasolini en avait conscience, et donc il y a ce désir chez lui d'une représentation qui serait parfaite d'une certaine façon. Et il y a cette déchirure, et donc il a tous ces carnets qu'il écrit. Il y a ce rapport avec la mystique, le plus beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, mais c'est d'une ascèse, d'une beauté. Et moi, quand on me demande souvent à quelle époque aurait-tu vivre, évidemment, moi, ce que j'aurais aimé vivre en Palestine et pour rencontrer le Christ, ça, je pense que ceux qui ont pu le rencontrer, ça a dû être
une irradiation, ça fait de rencontrer un personnage comme ça, et lui, on a vraiment l'impression qu'il l'a rencontré parce que ce qui traduit de cette rencontre qui a eu lieu entre lui et Christ au travers donc, de sa propre foi, voilà, il y a ce film qui est d'une beauté d'image en noir et blanc, qui est pas du tout dans le délire baroque, et c'est très très beau. Donc, c'est le plus beau film religieux qui a été tourné, je pense. Ah oui, là, il faut vraiment l'avoir dans sa vidéothèque et le regarder de temps en temps. Et qui plus est, c'est l'évangile de Matthieu. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas, qui soit en trop ou en moins des évangiles. Et ça vous les donne à entendre d'une façon magnifique. Alors, Pasolini était aussi un grand amoureux, si on peut dire, du peuple italien. Dans un livre de correspondance fictive qui s'appelle Lettres luthériennes, il crée une correspondance entre lui-même et un napolitain. Il disait que Naples était le réservoir du peuple italien, si je me souviens bien. Est-ce que, quelle relation vous avez pu tisser pour ce qui vous concerne lors de vos voyages avec cette âme générale italienne, avec ce peuple? Alors, c'est ça, c'est-à-dire que ils sont tous, il y a quand même de très très grandes différences, et d'ailleurs de très grandes, on continue à y voir, pas de l'hostilité, une grande compétition entre le nord et le sud, mais même, moi j'ai une amie toscane qui m'avait parlé de l'accent italien, elle m'a dit, ah non mais j'ai une amie, alors je parlais non mais elle est de Livourne, c'est vraiment à côté, c'est encore le... Ah mais c'est non, mais ça c'est d'une vulgarité, elle était florentine, celle l'autre était de Livourne, elle trouvait que c'était vulgaire. Et donc il y a toujours cette compétition et cette impression qu'il faut être le plus beau. Et ça, c'est le point commun, en tout cas, des Italiens, la langue, même s'il y a beaucoup de patois, même si les accents sont très différents, même s'il y a une langue vénitienne, comme il y a une langue une langue sicilienne ou une langue napolitaine, que Naples, par exemple, est une ville très particulière parce qu'elle a été très mixée avec l'Espagne. C'est un mélange d'Espagne et d'Italie avec les côtés les plus exacerbés qu'on retrouve d'ailleurs dans la folie des palais napolitains. Si vous allez à Naples, poussez dans le vieux Naples, poussez les portes et admirez les escaliers. Moi, c'est une chose, derrière, vous avez un petit appartement, des escaliers les plus délirants qui soient, les plus spectaculaires. Les Napolitains ont ce sens de l'élévation qui est très, très, très espagnol, et ce sens du spectacle et du théâtre qui est très, on va dire, très italien de cette partie-là. Donc, vous avez Milan qui est beaucoup plus, je dirais, constipé, qui est beaucoup plus, on sent qu'il y a l'influence du Nord et le désir de ne pas ressembler au Sud, parce que c'est aussi ça qui est très drôle, c'est qu'on finit pour ne pas être assimilé à l'autre, par se radicaliser dans ses spécificités. Ça donne quelque chose d'éclatant à la fin. Vous avez ce triomphe, on va dire, de la bonne santé économique de Milan que vous retrouvez dans les grandes galeries qui sont, vous savez, à côté du Duomo. Voilà, vous avez tout ça. Quand on sait tout ça, c'est ce jeu d'écho d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, on a effectivement cette polyphonie magnifique qui fait qu'on ne peut pas dire que c'est telle voix, parce que c'est comme une chorale. Il y a une chorale, la musique, le chant général est fait d'une multitude de voix, mais c'est ce chant-là qui est unique. On dit souvent que la France et l'Italie sont des nations sœurs. Effectivement, les liens sont extrêmement anciens. C'est deux grandes puissances de l'époque médiévale. On dit aussi que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est Jean Cocteau qui disait, voilà, les Italiens sont des Français de bonne humeur. Et on aimerait bien. Eh bien, oui, c'est vrai. Alors moi, chaque fois que je vais en Italie, en tout cas, chaque fois que je rentre d'Italie, me dire pas d'Italie, je le dis, j'ai eu le privilège de beaucoup voyager,
professionnellement. Et j'ai toujours eu l'impression, en rentrant en France, qu'il y avait une bombe atomique qui venait de tomber sur le pays, tellement les gens avaient l'air affligés. Alors quand vous venez d'endroits, quelquefois de conflits, parce que j'ai couvert des conflits, quand vous venez d'endroits où vraiment les gens sont dans une survie permanente et on ne sait pas ce qu'ils vont, c'est même pas manger le lendemain, mais le soir même, et que vous les voyez avec cette santé, cette ardeur à vivre, vous rentrez en France, comme j'ai dit, j'ai l'impression, mais je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore créé de lamentodrome dans ce pays. Et les gens, là, tous les dimanches, les gens y viennent. Et ça, c'est donc ça, on n'a pas ça quand même en Italie. Il y a ce côté en Italie quand même de joie de vivre. Puis ce côté, moi j'ai une cousine qui a épousé un Italien qui m'a dit un jour, mais Christiane, nous, tout Italien, il sait que peut-être le soir il va perdre son travail, lequel qu'il soit. D'ailleurs, hop, l'entreprise a pu et il y a ce côté, on se demande, il faut se lever pour nourrir la famille, pour survivre, même avec pour le coup, cet intérêt de l'autre, cette écoute de l'autre qu'on trouve dans tous les films dits réalistes italiens, qui nous rend effectivement ce cinéma si cher. Moi, je regrette quand j'ai passé une partie de ma jeunesse dans le sud de la France, et pourtant c'est le sud, hein, le sud-ouest et le midi, mais quand je vais en Italie et que le soir encore, aujourd'hui, vous allez dans les villages, il y a la Passaggietta, avec toutes les générations confondues, qui sortent dans la rue, qui se mettent sur leur 31, qui se parlent, et vous avez ces grands mouvements comme pour les marées au bord de la mer, où vous avez les générations qui se croisent, les plus anciens qui sont sur les bancs, on se regarde, on se salue avec les insolences de la jeune génération, c'est magnifique, vous avez cette vie dans la rue, ce passage, les villages sont des agoras. Et vous arrivez en France, ou quand je passe de l'autre côté de la frontière, je suis dans les Pyrénées l'été, quand je rentre d'Espagne, quelquefois je vais passer la soirée, mais je vais passer la soirée de l'autre côté, parce qu'il y a une vie incroyable, les gens sont dans la rue, sortent, on profite du ciel, et vous rentrez en France, les volets sont fermés, vous avez juste de temps en temps la petite lumière bleue du téléviseur, qui vous a l'impression que tout le monde a été irradié, et c'est froid, c'est fermé. C'est vrai qu'il y a encore, la différence, c'est qu'en France, il y a une asthénie, il y a un manque de joie de vivre, il y a une absolue. Je ne vais pas donner, on ne va pas faire de politique, mais quand vous pensez qu'il y a les Jeux Olympiques, personne ne les attend avec une impatience délirante. Mais en tout cas, quand vous pensez que ça donne tout ce que ça crée, c'est des grèves, parce que c'est le moment d'en profiter pour aller rogner encore 3 francs 6 sous. Je ne dis pas qu'on n'ait pas besoin de 3 francs 6 sous, mais voilà, c'est quelque chose qui est particulier à la France. Voilà, cette lamentation, cette tristesse maintenant. Cette absence de regarder, puis cette absence d'amour pour notre pays, hein, parce que ça c'est ce qui est très frappant. C'est vrai que les gens, les Français n'aiment plus la France. Ils n'aiment pas leur histoire, il faut toujours en tronquer, leur faire a posteriori des procès historiques, les méchants rois ou les méchants, on s'en fiche, c'est là, ça nous a constitué. Toute époque a eu ses beautés et ses malheurs, et c'est ce qui nous nourrit. Non, il faut systématiquement se lamenter et condamner. Ça, c'est un peu triste. Et c'est quelque chose qui n'existe réellement pas en Italie. L'histoire artistique de l'Italie est évidemment extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il en est dans l'Italie contemporaine? Est-ce que la flamme créatrice est toujours bien entretenue, selon ce que vous avez pu constater, ou pas? Oui, là, justement, quand je parle de Rome, là, j'avais eu la chance de passer quasiment un mois en Italie pour aller interroger les créateurs et pour voir les nouveaux musées, c'est-à-dire que les gens en Italie vont visiter effectivement les ruines romaines ou les palais ou les églises de la Renaissance, mais il y a de nouveaux quartiers, de nouvelles expositions, il y a effectivement des mouvements artistiques importants, vous avez ce que j'appelle le Macri, vous avez de grands architectes, évidemment
Renzo Piano, qui a fait, je vous invite à y aller parce que c'est très très beau, ce qu'il a fait l'auditorium où il y a aujourd'hui les grands interprètes vont se produire. Vous avez tout le quartier où ils ont repris toutes les qui partent à partir de la pyramide de Celsius, où vous avez ce très très joli cimetière qu'on appelle A catholique. Vous avez la tombe de Keats qui est là, qui est très 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 émouvante. Et à partir de là, ils ont repris toutes les anciennes usines pour faire et ce qui est très joli là encore, parce qu'ils ont mêlé dans ces centres, dans ces nouveaux musées, à la fois l'ancien, en récupérant des statues donc de l'Antiquité, et ils invitent des créateurs contemporains à venir exposer leurs œuvres. Donc c'est toujours très joli, parce que vous avez toujours ce lien qui est toujours conservé, qui est toujours exalté. Vous pouvez comme ça, avec un regard, parcourir 2500 ans, ce qui est quand même assez rare. Si vous deviez aller en Italie, où est-ce que vous auriez... Alors, pourquoi? Je dis toujours, parce que je dis toujours, c'est là. Les enfants d'ailleurs me disent toujours, alors maman, on va t'acheter une maison à Rome, une maison à Buenos Aires. Voilà. Se dédoubler après. Voilà, mais ça, il faut s'offrir de l'ubiquité par les temps qui courent. Voilà, mais Rome, bien évidemment, Rome, parce que c'est la seule capitale au monde qui vous donne l'impression à la fois d'une immense universalité, c'est-à-dire que vous rencontrez effectivement des gens du monde entier à Rome, et l'impression d'être dans un village. Et ça, il y a une incroyable douceur. Et puis vous savez, carpe diem, voilà. C'est carpe diem, c'est latin, mais ça c'est le mot d'Italie, cueille le jour. Et tout d'un coup, vous vous dites, au bout d'un moment, quand vous êtes en Italie, quand vous arrivez avec ah là là, j'ai pas fini telle chose, au bureau c'est ceci, la nana, puis d'un coup vous vous dites, c'est beau. Je me pose, je suis à une terrasse de café, je vais prendre un petit verre de blanc, je vais ouvrir un livre, je vais regarder devant moi ce que j'ai, et puis je vais me laisser pénétrer parce que oui, effectivement, c'est notre tour. Moi, c'est toujours ce que je dis, et c'est ce que je dis aux gens qui sont déjà en train de râler. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous vous cassez la tête? C'est notre tour, c'est votre tour de vivre. Voilà. Et ça, c'est quand même une expérience unique au monde. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y aura plus rien. Il y a cette extraordinaire aventure qu'on vit tous ensemble. Elle est quand même incroyable quand on y réfléchit, de se dire, mais on est sur le même bateau, on est vivant en même temps, sorti du néant. J'espère qu'au retour, moi, je pense qu'ensuite, on se retrouvera après, mais pour ceux qui n'y croient pas, en tout cas, tout ce qu'on peut faire ensemble maintenant, ces conversations qu'on peut avoir, ces partages qu'on peut avoir, c'est quelquefois, moi, ça me suffoque. Je me dis, mais c'est d'une telle... Merci, même dans la souffrance et dans la douleur, c'est là, c'est la vie. Et en Italie, vous avez ça. C'est tout d'un coup, ça vous donne cette porosité à la beauté et au bonheur de vivre qui est unique au monde. Vous avez été correspondante auprès du Vatican pour le Figaro Magazine, si je m'amuse. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Dans quelle mesure ça vous a marqué? D'abord, moi, ce qui m'a marqué, c'est ma rencontre avec Jean-Paul II. Ça, je dois dire que j'ai vu un jour Jean-Paul II arriver. On était dans comment je peux dire, ces rencontres, ces audiences du mercredi. Alors, vous savez, il y a des audiences publiques le mercredi sur la... Puis quelquefois, il accordait des audiences un petit peu plus loin, il recevait un petit groupe de personnes. Et puis, ce jour-là, il y avait voilà, donc il est arrivé, il avait son Parkinson, les médicaments qu'il avait beaucoup gonflés, on sentait qu'il souffrait. Et il y a une femme qui s'est approchée de lui, il allait sur la... Et avec un enfant, je peux vous dire, moi j'aime les enfants, c'était terrible cet enfant. Il était scrofuleux, il était... Et le premier geste qu'on pouvait avoir à voir cet enfant, c'était... et
il y avait cette mère qui le portait, et j'ai vu un homme, j'ai vu un saint, tout d'un coup se redresser, ouais, je pourrais en pleurer quand j'y repense, avec un regard d'amour. J'ai été éblouie, et il a pris cet enfant contre lui, il l'a serré contre lui, et ça a été, je crois, la plus belle leçon, je dirais, d'amour et de sainteté que j'ai eue, parce que ça a été il y avait je sais pas, tout était là, l'amour de l'autre, la compassion, la charité, le dépassement de lui-même. Et quand j'entendais les gens qui disaient, moi j'étais à côté de quelqu'un de très malade quand il est mort, dans cet hôpital de fin de vie où j'étais, j'entendais des gens, évidemment surtout au journal, qui disaient « Ah, mais ouais, il est vieux maintenant. » Alors chaque fois que je rentrais de Rome, on me disait « Alors, comment va-t-il ? Et pourquoi il ne renonce pas ? Pourquoi il ne démissionne pas ? Et il est trop vieux, maintenant il faut qu'il parte. » Et quand vous avez passé un petit moment dans cet hôpital, ces fins de vie, où, comme disait Dante, la définition de l'enfer, c'est abandonner ici tout espoir, parce que l'enfer, c'est ça, c'est de ne plus rien croire, de ne plus pouvoir croire en rien de meilleur. Et vous aviez l'exemple de ce pape qui, dans la douleur, résistait, mais pour tous les gens qui souffraient, et Dieu sait que c'est quand même, cette religion est quand même une religion qui s'est penchée, ça a été sa grande révolution, de se pencher sur le plus faible maillon de la chaîne humaine, voilà, et qui restait là avec son amour de l'humanité, son amour des faibles. Eh bien voilà, moi j'ai eu cette chance et je remercie le ciel d'avoir pu effectivement vivre ces moments quand j'ai pu le rencontrer, et cet exemple-là, parce qu'au fin de compte, la sainteté, c'est ça, c'est ces gens qui traversent le monde et qui tout d'un coup sont l'incarnation même d'une vertu ou d'une qualité. Mais il y avait cet amour du prochain et du plus terrible, voilà, du plus défavorisé des prochains, voilà, que j'ai vu à l'œuvre. Donc après, pour le Vatican, le Vatican, c'est une espèce d'énorme machine occulte dans laquelle on ne peut pas imaginer percer, parce que c'est un monde à part, avec ses côtés terribles, ses côtés tristes, et puis c'est l'irruption quand même de personnages, de prêtres, de personnages qui tout d'un coup ont la foi. Alors je ne sais plus comment il s'appelait, là j'avais beaucoup aimé cette réflexion que m'avait raconté Etchegaray, Monseigneur Etchegaray, je ne sais plus qui avait dit au pape, je ne sais plus qui était le pape à l'époque de Napoléon. Donc, Napoléon arrive à Rome et quelqu'un dit au pape, oh là là, c'est absolument terrible, Napoléon est là, il est à Rome, il est au Vatican, il va nous détruire. Et le pape a répondu, écoutez, depuis le temps que nous-mêmes nous essayons de détruire l'Église, et nous n'y sommes pas arrivés. Voilà, donc le Vatican, c'est ça. C'est tout d'un coup cette espèce de miracle, une institution qui continue à se tenir debout, non pas grâce à elle, non pas à cause d'elle, non pas par elle, sauf quand même quelques saints, mais je crois grâce aux racines profondes, voilà, de toute cette population, de tous ces gens italiens qui croient en la Vierge, qui croient à Padre Pio, qui croient, voilà, qui ont cette foi du charbonnier, et qui font que malgré tout, la traversée 2000 ans, j'espère que si nous n'avons pas dévasté la planète avant, je pense qu'elle sera toujours là. Une question très triviale, après cette réponse très élevée. Les Italiens aiment la cuisine et les voitures, et vous? Moi, j'adore les Vespa. J'ai ma cousine qui avait une petite Vespa, et quand j'arrivais à Rome, la circulation était dramatique. Donc, je disais, alors tu viens, donc Rome en Vespa, il n'y a pas de vacances italiennes, vacances romaines avec Audrey Hepburn. C'est vrai que c'est un délice. Ma voiture préférée, je sais que je n'aime pas spécialement les voitures, ça reste la Fiat 500. Et ça, évidemment, parce que même dans la voiture, ils ont mis du génie. Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai consacré une partie, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Alessi, vous savez, c'est le designer. Et c'est vrai que le design, ça reste une spécialité comme la pizza.
hein, c'est pas italienne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce génie italien de vouloir mettre de la beauté partout. Et même un objet usuel, il faut qu'ils en fassent quelque chose de beau. Et ça, c'est une leçon qu'on devrait retenir. Et la cuisine? Ah ben la cuisine, là, la cucine all'Italia. Bah écoutez, là, j'en viens, j'ai pris 5 kilos. Voilà. Et non, mais là aussi, c'est pareil, parce que c'est une cuisine, en fin de compte, extrêmement simple. C'est une cuisine presque pauvre, mais c'est toujours ce génie, cette générosité avec trois tomates et d'inventer la recette pour la pasta qui va être différente de l'autre. Puis alors il ne faut pas se tromper, hein, parce que la bolognaise c'est comme ça, le riz c'est au nord, la pasta c'est au sud, la pizza ça ne se mange que le soir. Si vous demandez une pizza à midi, vous êtes un plouc, vous allez être repéré comme un touriste et c'est très mal vu. De la même façon, voilà, il y a tout ça qu'on apprend petit à petit. De la même façon qu'un cappuccino, ça ne se prend jamais après 11h du matin. Oui. Voilà, ça, il y a toutes ces petites clés des Italiens entre eux qui sont très très amusantes. Et avec, en Italie, à Naples, ce qui est merveilleux, c'est la compétition pour la pizza. Et alors, parlez-leur de la comment elle s'appelle déjà, une pizza américaine là, Ananas. Non, oui, ça, ils en font jamais. Non, mais elles ont un nom, là, vous savez, avec la pâte qui est enrichie. Non, ça, c'est des pizzas. Non, mais il y a une pizza qui a un nom, une marque de pizza américaine. Alors, eux, je vais vous dire, c'est carrément la crise verticale en 2 minutes. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont demandé, il y a eu une demande tout à fait officielle pour avoir un brevet, faire reconnaître la pizza comme une spécialité napolitaine et de demander aux Américains d'arrêter ces contrefaçons. Ils ont attaqué les pizzas. Voilà, c'est la Pizza Hut. Voilà. Alors là, la Pizza Hut, c'est le McDo de la pizza. Voilà, et là, ça pour eux, c'est massacré, c'est quand même quasiment de l'ordre du divan gustatif, pour eux, c'est pas possible. En guise d'épilogue, est-ce que vous voulez nous lire un extrait ou l'intégralité du texte d'Henry James que vous avez produit à la fin de votre livre? Oui, parce que c'est toujours de conclure. Oui, je veux dire qui est Henry James, pardon. Oui, voilà, donc il y a cet auteur américain qui a beaucoup aimé, évidemment, aller de la fin du 19e siècle en Italie. Et c'est toujours difficile parce que quand on commence à écrire sur l'Italie, si j'avais pas eu un éditeur qui me dit bon ben maintenant ça suffit parce que chaque fois vous me dites zut, mais il faudrait que je devrais parler de ça encore, de ça là, vous ne finissez jamais. Et donc pour arriver à dire effectivement, faire une conclusion à ce livre, ben, j'ai emprunté une conclusion d'Henry James qui a écrit un très beau livre sur son voyage en Italie et que je trouve très très belle. Et il parle donc lui de son livre et je ne pouvais pas écrire en écrit bien évidemment, donc j'ai repris ce qu'il a mis et voilà ce qu'il écrit en guise d'épilogue. Ces choses, donc il parle des pages qui sont écrites avant, ces choses sont des souvenirs personnels. Cependant, et la logique de certaines insistances de ce genre est souvent difficile à saisir. Pourquoi ai-je pu conserver, aussi sacré et indélébile, le souvenir, par exemple, de notre brève pause de l'après-midi, à l'heure du thé, où nous fîmes plutôt l'heure du café, sur la petite piazzetta brune de Velletri, juste avant notre poussée finale à travers les Castelli Romani enflammés et notre descente de retour dans la campagna qui s'enténébrait. Il y avait une étroite terrasse surélevée, avec des marches, devant le meilleur des 2 ou 3 cafés locaux, et dans cette douce lumière enclose, tiède et mourante de juin, divers braves gens, contemplatifs et bienveillants, étaient assis derrière les tables débarrassées, et tout en fumant de longs cigares noirs, nous appréciaient, selon ces probables travaux de la pensée de la subtilité, que nous prêtons à tant d'incroyablement insignifiantes, dirais-je, simplicités italiennes. Le charme tenait, comme toujours en Italie, à la tonalité, à l'air, à l'heureux hasard des choses, qui font de toute prétention à la positivité, de toute importance de revendiquer, des questions comparativement dérisoires. Nous ne restâmes pas longtemps et n'allâmes rien voir. Cependant, nous sentions une intensité, nous étendions à notre aise au sein du passé, nous faisions l'expérience de l'intimité, bref,
Une intimité tellement plus vaste que l'accidentel et l'ostentatoire, et la difficulté de l'expression juste et reconnaissante de cela, et la vieille taxe familière imposée au luxe d'adorer l'Italie. Merci beaucoup. On va passer aux questions publiques. Allez-y, n'hésitez pas à vous exprimer. Je voudrais vous poser une question sur le nom du grand poète français, quand vous avez parlé de Nantes. Quand vous avez parlé de Nantes, quel est le nom du grand poète français qui a écrit pas mal sur Nantes? J'ai pas retenu le nom. Dont j'ai parlé? Oui. Qui a parlé qui a écrit sur Nantes. Quand vous avez parlé de Nantes. Qui a écrit sur Nantes, il y a André Suarez qui a parlé sur Nantes dans le voyage de Condottière, et qui en a parlé. Sinon, je crois que sur Dante Alighieri, qui a pu encore, je crois à peu près tous les poètes, mais enfin celui qui a beaucoup écrit et sur Dante et sur l'Italie, c'est André Suarez, dans ce livre qui s'appelle Le voyage de Condottière. D'accord. Donc André Suarez. André Suarez, S-U-A-R-E-S. R-E-S, je suppose. Non, pas Z, hein, S non. à la fin. S. Ah, d'accord, merci. Alors, moi, ce que je voulais, c'était bien sûr vous remercier, vous féliciter, mais vous dire que nous serions tous partants pour un voyage en Italie avec vous. Oui, parce qu'il y aurait moyen d'organiser quelque chose, ça serait extraordinaire. Ah ben écoutez, c'est ça, ça donne l'impression. Mais là, le voyage, et sinon après, je crois, honnêtement, je suis meilleure à l'écrit qu'à l'oral, et c'est... Vous n'avez pas d'excuses pour nous emmener. Moi, je me disais à la maison, le livre, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais assis sur mon fauteuil dans le salon? Je dois partir. C'est toujours ce que cette dame, ça serait extraordinaire. C'est toujours aux gens, voilà. j'espère que ce livre vous donnera envie de sauter sur une Vespa et de filer, mais difficile. Vous n'avez pas l'intention d'organiser un voyage. Vous êtes peut-être trop prise pour penser peut-être organiser un voyage. Non, mais alors je veux dire, j'aimerais vraiment beaucoup, mais hélas, il faut que j'écrive. Oui, je Et comprends. puis ça me prend. Voilà. Là, j'ai un retard absolument colossal dans mon écriture. Voilà. Alors ça, il ne faut pas espérer. Et donc là, pour le moment, Madame, on peut vous donner les livres à dédicacer? Attendez, on va terminer les questions, ensuite... D'autres remarques, questions? N'hésitez pas. En tout cas, on pourrait dire, après ce que vous avez dit, qu'attendons-nous pour être heureux? Parce qu'on peut aussi trouver aussi, tout ce que vous avez dit, raison à être heureux maintenant. Ah ben on est bien d'accord. Le mot italien, enfin latin. Oui, comme les Italiens. Hic et nunc. Oui. Ici et maintenant. Hein, vous savez ce qu'a dit Voltaire? Je ne porte pas Voltaire dans mon cœur. Il est un très beau français, mais ce n'est pas mon personnage préféré. Mais il a écrit quelque chose qui est très beau. Le paradis est où je suis. Oui. Et ça, tu vois, quand les gens me non, le paradis est où je suis. Et il suffit de le décider pour que tout d'un coup tout se transforme. Et ça, c'est vrai. Non, mais ils sont très aidés par le climat qui est absolument merveilleux, par ce pays qui est une merveille de diversité dans un aussi petit pays que ça, vous sautez de la mer à la montagne, et forcément que ça influence sur, ça donne un caractère certainement très heureux, et puis au cœur de leur vie, tous, quels que soient les milieux sociaux, et bien évidemment le cœur c'est la foi. Et donc moi j'ai vécu pendant 8 ans dans un sanctuaire marial, dans les Marches. Et tous les jours, je me promenais, je rencontrais des personnes. Bien sûr, c'est un sanctuaire marial, donc peut-être il y avait là peut-être une plus grande foi. Mais enfin, de la part des habitants, dans leur conversation, vous entendez toujours parler du prêtre. Mais le prêtre fait partie de la famille. Le prêtre est aimé. Il n'est jamais critiqué. Nous, ici, le prêtre est comme ci, comme ça. Jamais vous entendez. Moi, j'ai vécu 8 ans en Italie, j'ai jamais entendu critiquer un prêtre. Bon, et ils sont habités par la foi, ce qui aide quand même pour sortir un peu de l'égoïsme, essayer d'être un peu plus altruiste, et quand même s'occuper des autres.
je dirais qu'il y a ça qui est peut-être, enfin, au départ de leur caractère tellement heureux, parce que ça vous donne la joie, même si les vies sont difficiles pour tout un chacun, et ça vous aide un peu plus à accepter la souffrance. Et puis, je dirais, cette beauté, cette diversité de pays, et ce climat qui est absolument unique. Oui, et cette beauté qu'ils ont aussi composée, hein, qu'ils ont composée. Oui, composée, parce que toutes ces galeries, comment ils ont fait pour traverser tout ce pays, avec toutes ces galeries, sans massacrer le pays. Et ce que vous avez dit dans une autre conférence que j'ai écoutée, sur Internet, et qui était ravissant, vous avez dit, je pense que Dieu qui a créé l'univers, eh bien, il s'est servi comme brouillon de l'Italie. L'Italie a été son brouillon. Ben, c'est ça. Parce que la nature, c'est quelque chose d'immense, de magnifique. Et en Italie, vous avez tout. Vous avez la montagne, vous avez les plaines, vous avez la Dolomites, c'est vrai. Les Dolomites, mais que c'est beau. On se rend dans un décor, tellement ce sont des montagnes. Et j'aime les Pyrénées. Je dis toujours, un ami dernièrement m'a dit, mais pourquoi tu dis toujours mes Pyrénées quand même, sans parler de toi? J'ai dit, si, d'une certaine façon, c'est mes Pyrénées, parce que c'est un endroit que j'aime. Mais les paysages des Dolomites, c'est quelque chose d'inouï, de beauté. De toute façon, c'est ça, effectivement, ils ont peut-être un côté enfantin aussi, qui est très agréable, très reposant, ils ne se prennent pas la tête, c'est vrai. Voilà. En tout cas, merci Madame, c'était admirable. C'est vraiment une admirable conférence. Merci. Si jamais vous décidez d'un voyage, on vous préviendra. Je voulais vous demander de rappeler, vous avez parlé de la Toscane Nord et de la Lunigiana, de L-U-N-I-G-A, la Lunigiana, L-U-N-I-G-I-A-N-A. Et vous avez parlé de Carrare. Les Carrare, là où il y a le mar. Là où il y a les carrières de mar. Ah, Carrare. Voilà. Avec la jolie ville de Pietrasanta. C'est pas, voilà, il faut vraiment se. Et la traduction de Dante que vous deviez... Ah oui, il faut que je la retrouve. Là, j'étais en train d'essayer de la rappeler. Ah, j'ai un trou de mémoire. Je vais regarder sur mon internet ou de mon téléphone. Voilà, pour la donner dans 2 minutes. Mais en tout cas, ça n'est pas celle de la Pléiade. Non, je sais, j'ai bien retenu. Oui, j'étais curieuse parce que j'ai entendu au départ que vous aviez aussi écrit sur Sainte Thérèse d'Avila. Oui. D'ailleurs, alors je vais me faire un petit cocorico, à savoir que je suis très touchée parce que c'est un livre qui a reçu le prix de l'essai de l'Académie française et je trouvais vraiment qu'une grande sainte comme ça, dans une institution aussi laïque, qui est devenue la laïcité étant devenue une névrose française, j'ai trouvé, j'étais très très touchée. Donc ça s'appelle La Passion de Thérèse, voilà, c'est la vie de Sainte Thérèse d'Avila, dont je fais le passage, dont je dis qu'en France, hélas, je ne sais pas pourquoi on a cette image de vieilleuse de sèche emmerdant au possible, alors que c'est la femme la plus lumineuse, la plus généreuse, la plus sensuelle, la plus drôle et la plus contemporaine qui soit. Voilà, c'est une femme et un écrivain, ô combien. Le Château intérieur, c'est un des plus grands livres. Le Château intérieur, ce qu'elle a écrit, c'est un des plus beaux livres, je dis bien de la littérature, pas uniquement de la littérature mystique. J'avais juste une question, je vous remercie beaucoup de votre conférence, mais est-ce que cette joie de vivre, cet état d'esprit, il perdure chez les jeunes générations? Je pense que oui, je crois qu'il y a sans doute, ceux que je connais, moi je connais beaucoup d'Italiens de la diaspora italienne. Donc, je connais des jeunes Italiens qui retournent dans leur village, voilà. Donc j'ai mes enfants, les enfants de mes cousines qui sont italiens. Il y a toujours, vous savez ce que Pétrarque parle du dissidium, c'est-à-dire il y a toujours dans la parce qu'on a l'impression la Dolce Vita que c'est la béatitude. Non, il y a toujours cette très très légère fêlure que vous trouvez dans la poésie de Léopardi. C'est une joie de vivre qui a toujours cette traite, comme une jolie porcelaine, ce très très léger fil de la notion de
quelque chose qui est effectivement quelque chose de très légèrement triste, de très légèrement, c'est ce qui fait toute la qualité d'ailleurs, c'est très exactement comme le soir, vous avez des bâtiments magnifiques, et en fait, ce qui fait aussi leur beauté, c'est l'ombre portée qu'il y a à côté. Ben, c'est ça, ce décidium dont parle Petra, c'est cette très très légère fêlure qui fait que c'est pas une joie idiote et la joie du carnaval. Non, c'est une dilatation de l'âme, c'est un carpe diem, c'est quelque chose presque du fatalisme, c'est l'intelligence de la vie. C'est que de toute façon, le mieux, c'est comme ça, pour le coup, c'est quasiment voltairien, c'est le paradis là où nous sommes. Et il ne peut pas y avoir mieux, même s'il y a un serpent dans le jardin, c'est de toute façon, les jeunes ont conscience de ça, parce que comme toute l'Europe est en train de prendre l'eau économiquement, pour prendre des tas de choses, il y a cette espèce de tristesse qui est inoculée par les politiques dans toutes les politiques européennes, cette impression d'une fin de civilisation, et ils l'aperçoivent bien évidemment, exactement comme les jeunes français, mais je crois que ça n'entache en rien, au contraire, ça n'entache en rien leur amour du pays. D'ailleurs, je pense même que ça ravive, c'est comme en Espagne, où vous avez tout d'un coup une renaissance du catholicisme en Espagne. Donc il y a eu un moment à cause de Franco et avec le moment de la Movida, une espèce de réaction. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de façon de nouveau de désir de réembrasser leur singularité. Et là aussi, en Espagne, c'est ou de Castillan ou de Navarrais. Mais il y a ça. Et en Italie, c'est toujours très net parce qu'il y a cet attachement à la petite entité, à ce qui est leur reflet dans le miroir, c'est dans leur ville, ou leur village, ou leur région. Donc il y a cet attachement. Et bien évidemment, dans les villes du Nord, les Italiens ont quand même, sans tout à fait par hasard, donné une réponse à la crise actuelle, à savoir que dans la mondialisation, qu'est-ce qui fait que l'Italie économique s'en sort mieux que la France aujourd'hui? Vous savez, leurs résultats sont meilleurs. C'est simplement justement ces petites structures du Nord, de ces petites entreprises qui sont quasiment des entreprises familiales dans la haute technologie, qui font que c'est encore un pays en pointe dans énormément de domaines. Parce que l'État n'est pas là, donc il y a ce côté de débrouillardise, et il y a cette nécessité pour survivre de se réinventer en permanence. Parce qu'avec un État qui est quand même très très absent dans les subventions, dans tout ce qui est, donc ça donne une énergie à vivre qui est, je pense, plus forte que chez les jeunes entrepreneurs français. Voilà. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Un grand merci à tous pour votre présence. Merci à Stéphane Marceau. Voilà, vous pouvez continuer la discussion, venir vous faire dédicacer ces ouvrages. Il y a notre partenaire qui est arrivé, auprès duquel vous pouvez acheter le livre en question. Merci encore et en septembre. J'aimerais beaucoup, je ne sais pas si les Italiens ne se sentiraient pas plus